Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à ce café citoyen. Alors, je voudrais d'emblée d'abord expliquer un peu dans quel contexte se situe ce café citoyen. Il faut savoir, pour votre information, que c'est une fois par mois que nous tenons ici dans cette salle, avec les marques de collaboration justement de la bibliothèque de l'Université du Travail. Nous tenons un café citoyen ici, chaque fois sur une thématique qui est en lien avec soit l'actualité, soit un problème de société. Et donc c'est une habitude qui s'est déjà installée. Alors la particularité du café d'aujourd'hui, c'est que c'est dans un contexte assez particulier. Évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est le contexte des élections. Donc je peux vous dire que toutes les personnes que vous voyez ici autour de cette table sont évidemment en campagne électorale. Donc je suppose qu'ils vont chacun faire ce qu'il doit faire, mais l'esprit du café citoyen ne doit pas être complètement absorbé par le fait qu'on est en campagne électorale. Donc c'est la raison pour laquelle on a pensé à une articulation assez précise de ce débat d'aujourd'hui. Première chose d'abord, il est clair, je pense que je l'ai expliqué à tout le monde, on va prendre le temps de donner à chaque représentant de parti ici 5 minutes maximum pour présenter les principales lignes du programme électoral de son parti en lien avec les questions qui intéressent évidemment la diaspora africaine et la communauté des immigrés. Donc c'est évidemment les questions d'immigration, les questions d'intégration et si on va aller plus loin, les questions qui sont liées à l'interculturalité. 5 minutes, pas plus. Ensuite, au terme de cette présentation, on va donner l'occasion au public de réagir, de poser des questions de manière extrêmement précise et courte pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur dans la compréhension de ces différents programmes. Ça, c'est la première articulation. Ensuite, la deuxième, qui est la plus importante à mon avis, c'est un débat qui va être ouvert autour du thème qui a été arrêté aujourd'hui. C'est la question du vote communautaire. Est-ce que c'est un piège à con ou pas? La question est posée. Donc chacun, de manière tout à fait libre, va essayer de répondre à cette question. Et donc là, dans cette articulation, il n'est plus nécessaire qu'on puisse prendre 5 minutes pour faire un exposé. Chacun présente les choses comme il le sent. Et surtout, à cette occasion-là, il y aura une discussion directe et des échanges avec le public qui est ici présent. Donc voilà comment va s'articuler le débat de ce soir. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais dire que le café citoyen d'aujourd'hui, en fait, est un moment d'une initiative citoyenne qui a été lancée par une quinzaine d'associations, dont certains représentants sont ici présents, d'autres vont arriver, et qui porte sur l'idée que mon vote n'est pas étranger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on est étranger et qu'on est amené à voter, eh bien, on constate aujourd'hui, avec les débats qui se déroulent aujourd'hui, que la plupart des partis politiques qui s'intéressent aux questions d'immigration ou aux questions d'intégration ne sont que des partis d'extrême droite. Les principaux partis n'en parlent pas, ou assez peu, ou en tout cas négligent cette question. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, malheureusement, ce sont ces partis d'extrême droite qui sont en train de faire un beau score autour justement de cette problématique. Et donc, on voudrait interroger les partis, entre guillemets, dits traditionnels, sur cette problématique. Pourquoi est-ce qu'ils laissent la place aux partis d'extrême droite, aux partis populistes, au nord comme au sud du pays, s'approprier cette thématique? Et s'ils estiment que cette analyse n'est pas tout à fait correcte, alors qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils opposent à ce discours d'extrême droite? Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que si on ne fait rien par rapport à ça, il est évident que ce qui s'est passé en France, en Suisse, risque de se passer également ici en Belgique. C'est-à-dire les pays où les partis d'extrême droite ont pris le pouvoir et en tout cas ont essayé d'influencer de manière décisive le jeu politique et ça pourra aller plus loin. Donc voilà le constat sur la base duquel nous sommes partis pour lancer cette initiative. Et donc, parmi les articulations de cette initiative, il y a le café citoyen d'aujourd'hui, il y a un mémorandum qui va être adressé à tous les partis politiques, il y a une lettre d'interpellation à la communauté même des immigrés, parce que la communauté est une communauté qui quelquefois est présente, mais n'est pas très agissante, n'est pas souvent éveillée. Donc on voulait l'interpeller sur la nécessité et sur l'importance de la démarche du vote. Il est important d'aller voter, il faut se mobiliser pour aller voter. Il faut surtout savoir comment voter. Et donc par rapport à ça, nous avons également pensé à un mini passeport électoral
qui explique un peu en détail comment est-ce qu'il faut aller voter. Et nous avons également dégagé quelques priorités liées à cet acte-là. Et donc je voudrais tout de suite passer la parole à Madame Annette Tignois qui va nous présenter très brièvement le mini-passeport électoral avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ce mini-passeport est d'abord très concis parce qu'on a voulu quelque chose qui tienne sur une page parce que on s'est rendu compte aussi que les gens n'avaient plus trop le temps ou envie de lire. Donc, comme disait André, les enjeux et la particularité des élections du 25 mai est que c'est à la fois régional, communautaire, européen, dont les enjeux sont triples et importants pour notre communauté. Donc voici, ça serait très difficile, on a distribué à chacun ce mini-passeport où il a indiqué comment voter. Donc, soit en choisissant une liste, peut-être en mettant une croix au-dessus, donc soit en choisissant dans la même liste les préférences, mais surtout ne pas choisir plusieurs candidats dans les listes différentes. Quand on choisit plusieurs candidats dans plusieurs listes, le vote est nul. Et voilà, bon, il y a une urne, après il faut pouvoir mettre son vote dans l'urne parce qu'il y a souvent certaines personnes pour prouver à Y qu'on l'a voté, on rentre avec le bulletin, on lui montre qu'elle a été voté. Donc après, il faut mettre dans l'urne. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Ok, merci beaucoup Annette pour cette présentation. Dans tous les cas, vous avez à votre disposition ce mini-passeport électoral sous format papier. Il est également disponible sous format électronique. Donc pour ceux qui ont vraiment un certain intérêt par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous le communiquer et il faut le diffuser le plus largement possible. Parce que c'est un vrai outil qui est vraiment utile pour la communauté. Alors je voudrais tout de suite, sans plus tarder, maintenant passer la parole à nos principaux intervenants. Je voudrais d'abord très rapidement les présenter, mais je pense que la plupart on les connaît. Je vais commencer par mon droite. Il n'y a pas de problème par rapport à cette référence. Monsieur Bandakala Clément qui représente les RDF. Monsieur Jean-Marie Boxo pour le CDH. Madame Esma Kaner qui va arriver, qui a eu un souci à trouver, mais qui va arriver tout à l'heure, représente le mouvement réformateur libéral. Ensuite, à ma gauche, vous voyez bien que la disposition n'a pas été faite au hasard. À ma gauche, nous avons donc Madame Latifa Gaouchi, qu'on ne présente plus d'ailleurs, et qui représente le Parti Socialiste. Je n'en dirai pas davantage. De faire déjà. À côté de Madame, il y a évidemment Jean-Pierre Abissel, qui est aussi très connu, qui est là pour le mouvement écolo. Et à l'extrême gauche, qui mérite bien sa position, M. Germain Bougué-Manelgo pour le PTDG. Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais tout de suite commencer par ma gauche et commencer par l'extrême gauche, s'il n'a pas d'objection par rapport à ça, donner la parole à Germain pour présenter très rapidement, très succinctement, les principales lignes de son parti par rapport aux questions d'intégration, d'immigration et accessoirement d'interculturalité. Vous avez la parole, monsieur. Donc évidemment, j'ai pas d'objection par le fait de commencer en premier, évidemment. Mais par contre, je veux juste préciser que nous ne sommes pas un parti d'extrême gauche, nous sommes un parti de gauche. Okay. Et voilà, comme ça c'est clair, c'est clarifié, je pense que c'est important à préciser. En premier lieu, je vais vous parler effectivement des questions qui intéressent les communautés immigrées, mais je veux d'abord dire une première chose, c'est que je pense que dans la plupart des questions qui sont abordées par notre programme, notamment les questions d'emploi, notamment les questions de pauvreté, notamment toutes les questions liées au chômage et au pouvoir d'achat, en fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des questions qui sont horizontales, qui regardent toutes les communautés. Et évidemment, on doit effectivement reconnaître que, quand on parle de la question de la pauvreté, on peut reconnaître que les communautés qui sont immigrées de longue ou de fraîche date sont parfois plus fragilisées, mais les problèmes sont les mêmes. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans ce cadre-là, je suis vraiment d'accord avec l'esprit du passeport. Mon vote n'est pas étranger. Je suis vraiment d'accord avec cet esprit-là, parce que, et on va y revenir tout à l'heure, évidemment, quand on va parler du vote communautaire, parce qu'évidemment, quand vous rentrez à la maison après une journée de travail et que votre petit de 5 ans a 38 de fièvre, que vous soyez d'origine belge, d'origine maghrébine, d'origine turque ou belgo-belge, vous vous demandez si vous avez l'argent sur vous pour aller chez le médecin généraliste. Donc les préoccupations sont les mêmes.
Ceci étant, effectivement, on doit pouvoir quand même souligner les situations qui regardent en propre les communautés fraîchement immigrées ou de longue date. En premier lieu, en termes de constat, on doit reconnaître que la Belgique est dans le peloton de queue, plutôt, donc est en fin de liste par rapport à la lutte contre toutes les formes de discrimination qu'on voit apparaître de ci, de là dans toute l'Europe. Donc vous savez bien que la crise cristallise parfois des attitudes, cristallise parfois des rigidités dans les communautés. Et hélas, le constat, c'est que les rapports qui sont faits par les différentes instances européennes qui sont préoccupées par cette question désignent du doigt régulièrement la Belgique comme étant un peu la lanterne rouge au niveau de la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et ça s'est encore traduit par des mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement, finalement, qui a pris fin il y a une semaine dans le cadre de la campagne électorale. Par exemple, un exemple, c'est sur le regroupement familial. Donc la loi a changé concernant le regroupement familial et a instauré une discrimination. Ça veut dire que si on est étranger d'origine européenne, on a droit au regroupement familial, mais si on est étranger hors Europe, on a droit à un regroupement familial fort limité. Et donc ce type de discrimination, c'est évidemment des mauvais signaux. C'est des signaux qui sont doubles, qui donnent à penser aux personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui vivent ici et qui parfois même ont des enfants ici, que malgré ça, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Et ça donne aussi le signal, plutôt alors aux Belgo-Belges, que finalement, il y a des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Donc par rapport aux propositions concrètes que nous, on voudrait mettre en place pour lutter contre toute forme de discrimination et contre le racisme, je vais citer 2-3 propositions. La première chose, c'est qu'on doit mettre fin à la discrimination à l'emploi, qui est un véritable fléau en Belgique. Tous les testings qui ont été faits par les organisations qui s'y intéressent le démontrent. Effectivement, quand on cherche un job, finalement, si on est belgo-belge ou si on a un nom à consonance étrangère, ça change beaucoup. Une mesure existe dans beaucoup de pays européens et qui n'est pas instituée en Belgique de manière systématique, c'est le CV aveugle. Donc un CV qui permet finalement aux gens de mettre en valeur leurs compétences, leurs possibilités professionnelles, mais sans qu'on puisse tenir compte de leur origine ethnique. Ça, c'est une proposition que l'on fait et qu'on voudrait voir généralisée. La seconde proposition que l'on fait, c'est que pour l'embauche, justement, parce que c'est quand même un des endroits où la discrimination a le plus de conséquences, c'est qu'on instaure des quotas. Et que dans ce sens-là, les administrations publiques, le service public montrent l'exemple. C'est pas normal que quand des personnes qui sont issues de communautés étrangères vont à la commune de Marcinelle ou à la commune de Charleroi, c'est pas normal finalement qu'elles ne voient pas dans le personnel le reflet de la richesse culturelle qu'on voit à Charleroi. Je veux dire, ça c'est pas logique, il y a un truc qui ne va pas. Et donc pour justement changer ça, il faut qu'on puisse introduire des quotas dans toutes les sphères professionnelles, mais surtout que le service public montre l'exemple par rapport à ça. Sur les questions interculturelles, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont peu aidées, qui sont peu subsidiées. Et donc de ce point de vue-là, il est très important, on sait qu'on est en temps de crise, on sait qu'on va prendre l'argent partout, notamment dans le tissu associatif, mais il est très important qu'on puisse justement stimuler toute forme d'échange interculturel, sinon on va arriver à une société où le vivre ensemble ne sera plus possible, où les gens vont se regarder dans le chien de faïence parce qu'ils auront des préjugés les uns sur les autres. Et donc pour nous, il est très important effectivement que pour mener les combats qu'on doit mener pour avoir un meilleur salaire, pour avoir un meilleur enseignement, pour lutter contre la pauvreté, il est très important que toutes les communautés qui vivent en Belgique soient unies. Parce que la division, ça nous déforce. Et on sait très bien, effectivement, que si on veut mener des combats pour nos acquis sociaux, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci. Tout de suite, passe la parole à Madame Latifa Gaouchi, d'ailleurs qui, je crois, a été un peu interpellée par le propos de Germain Mugemangango, notamment sur le fait que le personnel qui travaille au service des étrangers à la commune de Marcinelle n'est pas tout à fait représentatif, je dirais, de la sociologie de la population de Charleroi. Donc, est-ce que vous répondez à ça de manière plus directe et de manière plus générale par rapport aux préoccupations qui ont été dégagées par les uns et les autres? Je n'ai pas peur de dire que l'ensemble, les fonctionnaires de la ville de Charleroi ne représentent pas la population de Charleroi. N'ayons pas peur des mots, il faut le dire. Bien. Et j'ai été moi-même dans l'exécutif de la ville de Charleroi en tant qu'échevin de l'enseignement. Et je peux vous avouer que, et vous dire, parce que ça a été un de mes combats, c'est que on n'avait pas beaucoup de représentants dans l'enseignement, dans la formation, dans le milieu en tout cas pédagogique. Nous n'avions pas beaucoup d'enseignants d'origine étrangère, ce qui, moi, m'a beaucoup perturbée tout au long de mon éjuinat.
Et dans le milieu aussi des éducateurs, alors que nous avons beaucoup de jeunes qui terminent leurs études, qui sortent de nos écoles, telles que l'IPSMA ou les CECS de Charleroi, et qui ne retrouvent pas d'emploi. Donc ça a été un combat que j'ai mené, je ne l'ai peut-être pas encore terminé parce qu'il est de longue haleine, et effectivement Germain a raison en disant que ce n'est pas que dans le service des étrangers, Germain, mais dans d'autres services aussi, il n'y a pas cette représentativité. Donc effectivement, je le rejoins dans ça. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais je pense que aujourd'hui, par exemple, nous fêtons cette année le 50e anniversaire de l'immigration marocaine, de la Convention. Fêter, c'est peut-être un gros mot, et c'est peut-être une algie, mais c'est la signature, 50 ans de signature avec le Royaume du Maroc et la Belgique, mais aussi avec nos amis turcs, puisqu'ils ont aussi, au mois de juillet, ils pourront fêter 50 ans d'immigration turque. Mais au bout de 50 ans d'immigration, qu'y a-t-il? Où sont ces Marocains qui sont arrivés il y a 50 ans? Qu'ont-ils fait? Il y a pas mal d'associations qui organisent des rencontres pour justement parler de 50 ans d'immigration et de se poser aussi la question, où en sommes-nous? Où sommes-nous 50 ans après? Alors, aujourd'hui, je suis parlementaire et je suis députée wallonne. Et je vous avoue que quand j'ai prêté serment en 2012, en décembre 2012, au Parlement wallon, j'ai été fort surprise parce que je suis la seule députée d'origine étrangère, d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine... Et ça, pour moi, c'est interpellant, parce que 50 ans après, il n'y a une seule représentante au Parlement, alors que sur Bruxelles et dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes, il y a quand même des représentants. Au Parlement bruxellois, il y a pas mal de représentants de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit turque, qu'elle soit d'autres origines. Donc ça interpelle évidemment. Alors au niveau du Parti Socialiste, l'immigration, on y a pensé il y a très très longtemps. On est conscient qu'il y a une discrimination à l'emploi. Mais, si vous permettez, moi je voudrais revenir sur l'enseignement et l'éducation, qui pour moi est la base de tout. Est la base, et vous ne l'avez pas, mes collègues ne l'ont pas dit, ne l'ont peut-être pas mentionné, mais qui est la base d'une intégration dans une société. Mais qu'on soit au Maroc ou qu'on soit autre part et qu'on soit dans un pays étranger, l'éducation, moi j'accorde un très grand point sur l'enseignement. Et aujourd'hui, il me semble que l'enseignement n'est pas très égalitaire, que l'enseignement n'est pas ouvert à tous de la même manière, et qu'on doit travailler sur cet enseignement-là. Qu'on doit travailler sur l'ouverture et l'accès à l'éducation à tous et de la même manière. Parce que l'enseignement et l'éducation, c'est pour nous l'ascenseur social qui permet à tout un chacun d'y arriver. Alors Germain a parlé de l'emploi. Oui, effectivement, il y a des discriminations à l'embauche. Et quand on voit le nom de Mohamed sur un CV, on n'appelle même pas la personne. Quand on voit, quand vous appelez pour un logement privé, si vous vous appelez Latifa ou Ahmed ou Doursoun, effectivement, on vous dit qu'on rappellera plus tard. Alors, il y a un travail énorme à faire et il y a un ministère en Wallonie qui est un ministère de l'intégration et de l'égalité des chances. Je n'aime pas beaucoup le mot intégration parce que j'ose espérer que nous sommes tous différents les uns des autres et qu'on n'a pas à s'intégrer l'un à l'autre, ni dans cette société, ni dans aucune autre. Mais voilà. Donc nous avons, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 mois, nous avons passé un décret qui s'appelle le décret au Parlement wallon, c'est le parcours d'intégration. Voilà.
Et ce parcours d'intégration, ça permettra certainement aux personnes, parce que je suis persuadée que lorsque on parle la langue du pays, on a une facilité, on a un accès facile. Ce parcours d'intégration n'est pas un parcours qui va mettre des barrières aux gens, mais c'est plutôt pour leur ouvrir d'autres horizons. Donc voilà, je ne vais peut-être pas être plus longue, sinon on est parti. Merci. Merci beaucoup. Alors juste d'un mot pour dire que le décret dont elle parle, ça s'appelle le dispositif d'accueil des primo-arrivants. C'est un décret qui fait l'objet de beaucoup de débats et de controverses. Donc rien n'est acquis. La principale controverse porte sur le fait, là je parle en tant que responsable associatif, sur le fait qu'on a dépouillé les différentes associations justement qui agissent en faveur de l'intégration dont parlait tout à l'heure Janvier, pour confier l'essentiel des missions et des financements aux centres régionaux d'intégration, comme celui de Charleroi, pour ne citer que celui-là. Donc c'est un gros débat. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, je suis, comme il a été présenté, du CDH. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes le parti humaniste. Et notre but premier, c'est le développement de l'être humain. C'est le principe. Développement de l'être humain, ça veut dire que nous n'opposons pas l'être humain à un autre être humain. Nous n'opposons pas les travailleurs aux patrons. Nous n'opposons pas les chômeurs à ceux qui travaillent et qui ont peur de perdre leur emploi. Nous n'opposons pas ceux qui viennent d'arriver en Belgique à ceux qui y sont depuis un peu plus longtemps. Nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition. Nous sommes dans une démarche de construction, de développement de l'être humain. Alors, pour ce qui concerne le cas de ce que nous appelons ceux qui viennent d'arriver, ce qui nous concerne donc les personnes d'origine africaine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, bien évidemment, comme ces personnes viennent d'arriver, il faut développer des systèmes de rencontres. On appelle ça l'interculturalité, donc de rencontres entre différentes cultures, différents modes de pensée, pour faire en sorte que les gens, au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est dit, puissent comprendre, puissent interpréter les choses de la même manière, tout en gardant évidemment leur identité. Alors, ce n'est pas seulement un problème de principe. L'histoire montre que les sociétés les plus productives, ce sont celles qui ont été capables d'assimiler des populations de différentes cultures. Si vous regardez l'histoire, la civilisation égyptienne, toute une série de civilisations, vous voyez qu'en fait, ça n'a jamais été une seule culture, ça a toujours été des apports, sur parfois des siècles ou même parfois des millénaires, ce qui faisait en sorte qu'on gardait le même nom, mais la culture se renouvelait à chaque instant. Et je pense que la Belgique, les gens voyagent beaucoup pour la Belgique parce qu'il y a beaucoup d'institutions en Belgique, parce qu'il y a beaucoup de publicité sur la Belgique, donc les gens sont tentés de venir en Belgique. Et donc il y a des systèmes qui doivent être mis pour que les gens soient bien accueillis. Encore une fois, ce n'est pas une question de faire bien, ce n'est pas le combat du bien contre le mal, c'est le combat de l'efficacité. Nous sommes en période de crise. Donc il faut en sortir. On a besoin de tout le monde pour en sortir. Ce n'est pas parce que vous verrez, vous avez affaire au syndrome de ce que moi j'appellerais, par exemple, le syndrome de l'appartement déjà loué, c'est-à-dire vous appelez, vous présentez les loués entre-temps, mais ce syndrome-là ne doit pas vous bloquer. En réalité, la société a besoin de tout le monde. Mais comme on le disait tout à l'heure, ceux qui sont aux commandes ont parfois du mal à céder un peu de terrain. Même si eux-mêmes savent que l'intérêt de tous, c'est que tout le monde soit associé, mais évidemment graduellement, puisqu'il s'agit de faire une osmose. Il s'agit de faire en sorte que petit à petit, ceux qui viennent d'arriver montent, n'est-ce pas, dans les échelons de responsabilité et puissent quelque part avoir un mot à dire, pas seulement dans ce qui concerne tous les organes de demande, je parle des associations, les CPAS et autres, mais aussi dans les organes de décision. Ce n'est pas quelque chose qui ferait bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire. C'est une nécessité. Je prendrai un exemple qui n'est pas utopique. Il n'y a pas très longtemps, les Américains ont eu un souci.
il voulait garder un poste au niveau mondial, je ne vais pas dire lequel, tout le monde devinera, et malheureusement la rotation voulait que ce poste aille à un autre continent. Mais il voulait absolument le garder. Il y avait une petite tension au niveau diplomatique, et donc il était question de faire monter quelqu'un qui viendrait d'Asie. C'était la rumeur qui... Moi, je suivais de loin, forcément, je suis... Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai appris que finalement, c'était l'Amérique qui avait gardé ce poste éminent. Alors, je dis, comment est-ce qu'ils ont fait alors qu'il y avait une pression internationale énorme pour que... Et j'ai lu le nom du monsieur. Hein? Je n'arrivais pas à le prononcer. Pourquoi? Parce que c'était un nom que je n'avais pas l'habitude de prononcer, mais qui manifestement était un nom asiatique. C'était quelqu'un d'origine chinoise. Alors, lorsque vous présentez, entre guillemets, une personne de ce type à la communauté internationale, c'est très difficile de dire « Ah, vous avez triché ». Et je pense que ce modèle-là, je ne dis pas que c'est un modèle extraordinaire, l'Amérique, c'est pas... Hein, le rêve belge existe aussi, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons aller. Nous devons voir l'efficacité. Il y a beaucoup trop de blocages par rapport à l'origine en ce moment dans cette société. Et le CDH s'inscrit là-dessus, je termine. Le CDH s'inscrit là-dessus de deux manières. Non seulement en demandant aux personnes d'origine étrangère de s'impliquer dans la confection des listes électorales et de prendre des responsabilités, c'est-à-dire prendre des places qu'on appelle des places de combat, des places où, si ils travaillent bien, ils peuvent être élus. Et par conséquent, participer à la résolution des problèmes qu'on pourrait appeler d'intégration, mais moi je dirais d'osmose, par rapport à l'expérience qu'ils ont et qu'ils peuvent apporter à la société belge et qui serait bénéfique pour toute la société belge. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour cette intervention. On va tout de suite envoyer par le représentant du parti écolo, M. Jean-Pierre Bissel. Oui, nous, écologistes, nous, on a dans notre ADN le fait que ce n'est pas, la terre n'appartient pas aux gens. C'est les gens qui appartiennent à la terre. Donc en matière de changement de cadre de vie ou bien de pays d'origine, pour nous il est évident qu'il ne faut pas continuer à vivre de la façon dont nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'horizon politique des colons, en cette matière, je vais passer directement à la façon dont nous pèserons les choses, nous les écologistes. Le constat de base est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont qui sont arrivées en dernier lieu, donc les dernières communautés arrivées ici, vivent une situation assez difficile. Dans la mesure où, suite au moment de crise, le chômage frappe surtout ceux qui n'ont pas, disons, une ancienneté dans la région. Les gens n'ont pas leurs grands-parents, leurs grands-mères ici, donc ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir un appui extérieur. Là, je rejoins Germain en disant que nous avons demandé, il y a pas longtemps, la discrimination, disons, positive. En anglais, on appelait ça autrement. Affirmative action. Voilà. Et cette discrimination permettrait donc à que ceux qui ont un handicap à la base, comme dans dans d'autres communautés, leur donner un appui, donc une aide pour qu'ils puissent accéder à l'emploi. Parce que la discrimination que les gens vivent, les groupes dominants, c'est-à-dire les groupes majoritaires, en général ne donnent pas facilement la place aux groupes qui viennent d'arriver. Les groupes dominés donc doivent être aidés de manière à pouvoir, comment dirais-je, trouver leur place dans la société. Parce que le repli communautaire peut engendrer, et j'entends souvent, les études permettent de le voir, engendre souvent comment dirais-je, des situations de, je peux dire, racisme, mais racisme négatif.
L'aspect tout négatif d'ailleurs. Donc, on se replie sur nous-mêmes. Nos jeunes gens qui sont ici, croyez-moi, on en a peur. Quand ils sont exclus du domaine du travail, ils peuvent devenir dangereux pour la société. Comment faire pour sortir de là? Voilà. La première question, partant du constat qui peuvent devenir dangereux, comment on peut prendre en charge les gens qui peuvent potentiellement être dangereux pour la société? Le racisme n'est pas une fatalité. Il y a un stéréotype qui a été construit. On peut le déconstruire. Étrangers, chômeurs, sans savoir pourquoi les étrangers peuvent être chômeurs. Déconstruire ce stéréotype a été étudié par des éminents professeurs, je peux citer certains. Madame Hannah Arendt, qui connaît un petit peu cette problématique parce qu'elle était dans une situation où elle était exclue elle-même. S'il dit que nous avons dans une société multiculturelle la possibilité de donner à chacun sa place. Ici, moi j'ai du mal à toujours me positionner en termes de Camerounais ou de... On est belges ici, nous tous. Ou même presque. Et en cela, les jeunes qui viennent venir nous demander comment se fait que X a fini les études, qui est au chômage, on n'a pas beaucoup de réponses à leur donner. Mais les associations qui existent ici, nous avons demandé dans notre première proposition de soutenir les associations. Soutenir les associations qui défendent, qui luttent pour l'intégration. Dans une directive européenne, on a donné très peu de place contre le racisme. En Belgique, la loi est un peu plus élaborée sur le racisme. On demande donc, en matière de discrimination, qu'il existe les dispositions légales belges qui reposent sur les lois anti-discrimination de 10 mai 2007 et les décrets couvrent déjà l'interdiction sur les discriminations. Donc, je voulais juste parler de la loi sur les associations. Donc, renforcement des associations, donner des moyens aux associations de travailler, subsidier les associations. Je crois que c'est pour nous l'essentiel. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à la dernière intervenante, Madame Esma Kaner du MR, pour très succinctement présenter les quelques lignes de son parti sur l'outil d'intégration et d'immigration. Bonjour tout le monde. Je tiens avant tout vous présenter mes excuses pour mon retard. Ce n'est aucunement un manque de respect envers vous, mais je me dois de préciser que j'ai mon père qui est très gravement malade. Il y avait une réunion de famille à l'hôpital et je ne pouvais pas me permettre de quitter mon père dans cet état-là. Voilà, je vous demande de bien vouloir m'excuser pour moi, la famille et surtout des papas, on en a qu'un. Et je tiens à être à ses côtés jusqu'à la fin. À côté de cela, je ne me suis pas préparée à mon devoir, comme les autres collègues ici présents. Voilà, on est en campagne comme tout le monde, vous me direz, mais en même temps, l'état de santé de papa m'a empêché un peu de travailler mon devoir. Mais si je dois me présenter, voilà, je m'appelle Kaner Esma, je suis en Belgique depuis 1968. Et concernant le problème et le parcours de l'immigration, de l'intégration, je pourrais vous faire un discours qui pourra vous prendre plusieurs heures. J'ai vécu tous les problèmes discriminatoires jusqu'à maintenant. Ça a été un combat quotidien de ma vie depuis 1968, le 16 août 1968, à ce jour, jusqu'au jour, contrairement à ce que certains pourraient penser, que le MR est un parti politique raciste. C'est l'image qu'en général on essaie de donner, surtout à la communauté étrangère, mais ma présence sur les listes MR, et je tiens à remercier entre autres notre président Charles Michel, entre autres Véronique Cornet, notre tête de liste. Je suis 8e effectif à la région. Je suis sur les listes MR aussi parce que je partage, vous me direz, les valeurs MR.
Entre-temps, je suis depuis 1978 assistante sociale et j'ai travaillé dans différentes associations au niveau Carolo et entre autres Bruxelles et Liège, donc je peux dire au niveau de la Wallonie. Je sais très bien les problèmes vécus par les communautés étrangères et en plus le travail acharné des associations pour apporter leur aide, leur soutien aux personnes d'origine étrangère, que ce soit les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile ou les primo-arrivants. Je suis également présidente d'une association créée en 2000 qui s'appelle l'ASBL Aimer, diminutif d'aider une maman à l'éducation de son enfant. Mais même là, de toute façon, je ne vais pas entrer dans les détails. Avec des cours d'alphabétisation, ce n'est pas les cours d'alphabétisation, mais des tables de discussion, je vais dire, parce que les gens, quand vous les mettez 30 personnes dans une classe, à la fin de la classe, après plusieurs heures, ils ont appris qu'un seul mot et encore pour oublier ce mot-là. C'est très important pour les primo-arrivants, le parcours d'intégration, je soutiens. Pas l'intégration, oui, l'émancipation, non. Il y a certains partis politiques qui veulent plutôt changer certaines politiques de ce côté-là, mais il faut absolument donc suivre le parcours d'intégration, c'est le point de vue de notre parti, apprendre une des langues aux primo-arrivants, mais ce n'est pas en mettant 50 personnes, subventionner les associations qui sont payées pour, mais en mettant 50 personnes dans une classe, c'est impossible. Ces personnes, en tant qu'interprète juré aussi depuis 1978 à ce jour, je les accompagne quotidiennement et j'ai très mal au cœur. C'est des personnes qui sont abandonnées à vivre des vies de ghetto, abandonnées à leur sort, sans que personne ne prenne attention aux problèmes quotidiens qu'ils peuvent vivre. Imaginez-vous une mère dépendant de son enfant de 5-6 ans lui servir d'interprète quand il va chez le gynécologue. Il faut vivre au quotidien avec ces gens-là. Aller d'élection en élection, frapper à la porte des gens et mettre ces affiches, c'est trop beau, ça, on garnit les vitrines. Mais la politique pour moi, ainsi que pour mon parti, et là je sais que j'ai le feu vert de notre président, c'est être au quotidien sur le terrain, à l'écoute des citoyens, et leur tendre la main, et pas leur rendre visite seulement d'élection en élection, et sur les marchés publics, on distribue une carte, bonjour, au revoir, et c'est fini. L'intégration est très importante, mais il faut que les pouvoirs politiques belges tiennent compte également de la présence de ces personnes-là sur notre terre d'accueil, qu'on le veuille ou non, malgré que j'ai été victime moi-même personnellement, énormément, que sur le plan professionnel ou privé, de racisme et discrimination. On doit accepter que ces gens-là sont ici, ils ont contribué depuis des années au développement de la vie économique et sociale, culturelle de cette belle terre d'accueil qu'est la Wallonie. Et notre combat quotidien maintenant, avec le LR, je suis prête à me battre, que je sois élue ou pas, ça n'a aucune importance, mais je voudrais terminer tout simplement en disant que nous défendons le droit de la différence, mais nous refusons la différence des droits et des devoirs. Je tiens à vous remercier de m'avoir consacré quelques temps et présenter encore mes excuses pour mon retard. Merci beaucoup, Madame Esmakaner, pour cette présentation en même temps aussi qui est assez émouvante.